Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre sur la plateforme Cairn. Cet après-midi, nous allons discuter avec un philosophe, peut-être parmi les plus importants du paysage de la pensée contemporaine, Souleymane Bachir Diagne. Bonjour Souleymane. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Vous arrivez de New York, là vous êtes quelques jours à Paris, on profite de votre présence pour discuter avec vous. Vous avez une série de conférences que vous allez donner au Louvre là bientôt et vous avez fait paraître il y a très peu de temps en France, chez Albin Michel, votre dernier livre qui s'appelle « Universaliser l'humanité par les moyens de l'humanité », qui est un très beau livre dont on va beaucoup parler cet après-midi. Pour vous présenter rapidement, on pourrait dire que vous êtes ce qu'on appelle un intellectuel global. Je mets global avec beaucoup de guillemets, mais global, il faudrait le comprendre de plusieurs manières. Peut-être déjà d'un point de vue, j'allais dire presque géographique, puisque vous circulez entre plusieurs espaces et plusieurs territoires, puisque vous êtes sénégalais, vous avez longtemps vécu au Sénégal, mais vous avez fait vos études supérieures en France, vous êtes passé par l'école normale supérieure à la fin des années 70, vous avez été vraiment formé, j'allais dire, par l'université française. Et puis aujourd'hui, vous êtes professeur de philosophie à Columbia, à l'université de Columbia à New York, aux États-Unis. Donc c'est des 3 pays, 3 territoires dans lesquels vous circulez. Voilà. Même donc, 3 continents. 3 continents, exactement. Voilà, donc une sorte de globalisme. Voilà. Et puis surtout, j'ai envie de dire global dans le sens où vous pensez d'une certaine manière le monde, le tout-monde, comme dirait Édouard Glissant, quelque chose, la question de l'universalisme, du cosmopolitisme, de l'humanisme, qui vont être évidemment des motifs de notre conversation de cet après-midi. Donc, globalement, vous pensez tout ça. Et donc, vous êtes, de ce point de vue-là, un intellectuel très important. On pourrait quand même rappeler aussi, quand même, comme préalable, évidemment, que vous êtes l'un des penseurs qui a, notamment en France, disons, fait connaître et fait la promotion d'une philosophie africaine assez méconnue encore il y a quelques décennies, notamment à travers ce livre très important qui s'appelle L'encre des savants, réflexions sur la philosophie en Afrique, que vous avez publié il y a 10 ans, en 2013 exactement, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, donc dans la collection de Présence africaine. Et donc c'est un livre qui a été essentiel aussi pour mettre en lumière une tradition philosophique que je disais assez méconnue. Vous cartographiez un peu une philosophie qui s'intéresse à plein de sujets, la question du temps, la question de l'ontologie, la question de la politique évidemment bien sûr, la question de la traduction, de l'oralité, enfin tous ces sujets qui traversent votre propre travail. Pour finir un peu la présentation rapidement, je pourrais citer quelques livres importants dans votre œuvre. Évidemment, Comment philosophie en islam, parce qu'on en parlera aussi, vous êtes musulman et vous êtes un penseur de l'islam, de la modernité de l'islam, c'est un thème très essentiel dans votre travail aussi. Ça, c'est un texte publié en 2008. Je pourrais citer ce livre aussi, En quête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale, que vous aviez fait paraître chez Albin Michel aussi, coécrit avec Jean-Loup Amsel, un anthropologue aussi, sur la question vraiment justement de l'universalisme et de la pensée coloniale, un livre très important. Évidemment, Postcolonial Bergson, on pourra en reparler tout à l'heure aussi, au CNRS en 2019. Un très beau livre aussi, Le fagot de ma mémoire, qui était une sorte d'autobiographie que vous aviez publié chez Philippe Ray en 2021. Et plus récemment, on pourrait citer De langue à langue chez Albin Michel en 2022. Et puis évidemment, Universalisé, dont je parlais à l'instant, à nouveau chez Albin Michel. Et puis aussi un autre livre qui publie ces derniers temps, qui s'appelle Ubuntu, Entretien avec Françoise Blum, que vous publiez aux éditions de l'École des études en sciences sociales, avec une préface de Barbara Cassin, votre grande amie, on pourra en parler tout à l'heure. Bref, cette introduction un peu longue pour vous dire que la question qui traverse un peu votre travail, qui se déploie, j'allais dire depuis longtemps maintenant, c'est la question de l'universalisme et la question de la possibilité de penser une humanité commune, voilà, qui aujourd'hui peut paraître compliqué. On essaiera peut-être de voir les obstacles qui se posent aujourd'hui à cet horizon-là. Donc pour commencer la discussion, j'ai envie de vous demander de revenir un peu sur cette question du universalisme, parce que peut-être l'une de vos singularités dans le paysage de la pensée actuelle, c'est que, alors que la question universelle a quand même pris pas mal de coups dans l'aile, c'est que l'universalisme a moins la cote qu'il ne l'a eu il y a longtemps, pour plein de raisons, on peut en reparler, notamment eu égard à la question féministe, à la question décoloniale, à plein de... Voilà. Et pourtant, vous défendez encore beaucoup cette notion, de ce concept, cet horizon d'universalisme, mais vous avez défendu souvent ce que vous appelez l'universalisme latéral, qui est un concept que vous empruntez à Maurice Merleau-Ponty, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Est-ce que vous pourriez déjà définir ce que vous appelez par un universalisme latéral qui s'opposerait à ce que vous appelez un universalisme de surplomb? Oui, écoutez, je vous remercie et je suis heureux que nous commencions par cela, parce qu'au fond,
la trajectoire de ma réflexion philosophique a toujours suivi le fil conducteur de la question de l'universel. Là, je viens de lui consacrer cet essai dont vous avez parlé, mais cette question a toujours été présente chez moi depuis le début, au milieu des années 80. Ouais. Quand j'étais une période où j'avais été invité à l'université de Bayreuth. J'étais donc professeur en visite à l'université de Bayreuth. J'étais tout jeune assistant à l'université de Dakar à ce moment-là. Et c'était un immense honneur pour moi d'avoir été invité dans le cadre d'une chaire qui existait à l'université de Bayreuth. L'université de Bayreuth avait consacré au président Senghor une chaire. Eh bien, lorsqu'on m'a demandé de donner une conférence publique au terme de mon séjour à Bayreuth, à l'université de Bayreuth, j'ai donné une conférence sur justement ce thème. Et le sujet de ma conférence, c'était les difficultés de la notion d'universalité latérale. La raison pour laquelle j'avais choisi ce thème, c'est que je venais de lire, je lisais à ce moment-là le philosophe français très important Emmanuel Lévinas, et je venais de lire un livre d'Emmanuel Lévinas, Humanisme de l'autre homme, où il discutait l'universalisme, l'universalité, l'universel. Il y disait en gros ceci, l'universel ne peut être qu'un universel vertical, dressé comme un phare, que l'universel ne peut se comprendre véritablement que dans le cadre d'une philosophie platonicienne au sens où les vérités éternelles sont des vérités qui surplombent notre monde du devenir, et l'universel est dicté par ces vérités éternelles de ce monde, des idées universelles justement, des valeurs universelles. Et il ajoutait que l'Europe était placée justement dans le cadre de cette verticalité de l'universel, ce qui en faisait tout naturellement le dépositaire d'un universalisme que cette même Europe était chargée maintenant de répandre par toute la Terre. Et il parlait de l'orientation que l'Europe devait donner au reste du monde, parce que c'était l'Europe. Et donc, c'est lui qui parle de la verticalité nécessaire de l'universel, et il fait à ce moment-là allusion, d'une manière critique, à Maurice de Merleau-Ponty, en disant, en gros, je sais bien que ce philosophe français, Maurice Merleau-Ponty, a lui parlé d'un universel latéral, mais c'est là une contradiction dans les termes. L'universel ne peut pas être latéral. Alors, ma réaction à la lecture de ce texte de Lévinas était une réaction assez négative. J'aimais beaucoup les autres textes de Lévinas, l'éthique de l'autre, le visage de l'autre, la transcendance de l'autre, et le tournant éthique qu'il avait donné à l'histoire de la philosophie. Totalité infinie est un livre magnifique, autrement qu'être, etc. Et cet ouvrage m'avait passablement irrité parce que c'était un ouvrage sur l'exceptionnalisme de l'Europe, la mission de l'Europe, c'était presque la mission civilisatrice du colonialisme, en gros. Et d'ailleurs, il dit dans ce texte, aujourd'hui, cultivés et colonisés se sont séparés, parce que, évidemment, il écrit son texte au début des années 70, les décolonisations ont eu lieu ou sont en train d'avoir lieu toujours. Mais en gros, il faudrait que l'Europe continue à cultiver le monde parce que, disait-il, et je le cite, un monde désoccidentalisé est aussi un monde désorienté. Le monde a besoin d'une orientation européenne. Voilà le motif de mon irritation. Mais du coup, puisqu'il se donnait justement comme contradicteur Maurice Merleau-Ponty, je suis allé y voir. Le texte qu'il citait, je suis allé le regarder, voir de près, et c'était un texte dans les recueils d'articles et d'essais écrits par Maurice Merleau-Ponty et regroupés sous le titre « Signes ». Et c'était un texte où il parle justement de l'anthropologie, parce que ça s'appelle de Mauss à Lévi-Strauss, où il indique que nous vivons une époque où la philosophie a beaucoup à apprendre des sciences sociales et qu'on ne peut pas simplement comprendre les vérités en s'enfermant dans le transcendantal et en estimant que c'est là le lieu véritable de la connaissance et que l'historicisme ou l'empirique venait après.
Et c'est dans un cadre comme celui-là que Maurice Merleau-Ponty a dit, parlant au fond de notre époque, qui est une époque également de décolonisation, où le pluriel du monde s'est invité sur la scène de l'histoire universelle, d'où l'avait écarté précisément l'universalisme européen tel qu'il avait été construit depuis le XIXe siècle. Eh bien, disait Merleau-Ponty, notre époque est une époque de décolonisation. Les cultures aujourd'hui sont côte à côte, vivent côte à côte sur un même plan et elles sont équivalentes. Et il disait, donc, dans un cadre comme celui-là, dans un contexte comme celui-là, il nous faut pouvoir penser un universel latéral ou un universel horizontal. Autrement dit, cet universel va advenir dans la communication des cultures entre elles, et cette communication ne peut être qu'horizontale puisqu'il n'y a plus ce surplomb d'une transcendance qui serait, d'un lieu de transcendance qui serait occupé par une culture exceptionnelle, une culture particulière. Eh bien, voilà ce que Maurice Merleau-Ponty dit là. Et il ajoute d'ailleurs que pour bien comprendre cela, la meilleure image que l'on puisse se donner, c'est l'image de l'apprentissage d'une langue. Il dit comprendre la démarche, le processus par lequel un universel latéral se construit, se forge dans cette forme de convergence entre les cultures, de négociation entre les cultures et les langues, c'est le comprendre sur le modèle de l'apprentissage d'une langue. On sort de sa langue maternelle pour apprendre d'autres langues. Il y a donc un geste de décentrement qui est là effectué. On sort de soi pour entrer dans une autre langue et ce qui nous permet d'ailleurs de mieux comprendre la nôtre. Parce que quand vous apprenez une autre langue, vous vous rendez compte à quel point votre propre langue est particulière. Et donc, ce décentrement est important et il est nécessaire à cette attitude qui va consister à s'ouvrir ensemble à une négociation d'un universel qui soit non plus un universel de surplomb, mais un universel latéral. Eh bien, j'ai en quelque sorte fait mon beurre de ce texte de Maurice Merleau-Ponty que j'ai cité lors de cette conférence, que j'ai alors exposé à ceux qui étaient venus m'écouter à Bayreuth, en disant qu'en effet, il y avait une difficulté peut-être à penser cela, à penser le mode latéral, parce que le mode vertical de l'universel est plus facile à penser, oui, si vous voulez. L'universel dressé comme un phare sur lequel tout le monde s'oriente, c'est plus facile à penser qu'un universel de la négociation, un universel de la traduction. Mais j'indiquais que c'était bien dans cette direction-là que notre époque nous invitait à nous diriger, parce que s'il y a fin de l'universalisme, il ne faut pas que cela signifie la fin de l'universel. Voilà, on va développer tout ça, mais juste pour revenir sur le contexte de la découverte de ce texte de Levinas puis de Merleau-Ponty. À l'époque, vous êtes un jeune philosophe, travaillez sur quel objet, quel est votre... vous dites que la question de l'universalisme vous a obsédé depuis cette découverte-là, oui, mais au moment où vous le découvrez, vous travaillez sur quoi? C'est quoi vos obsessions à l'époque? Mais oui, parce qu'à ce moment-là, c'est donc au tout début de ma carrière d'enseignant et de philosophe ou d'écrivain en philosophie, je travaillais sur des questions très techniques qui étaient des questions d'histoire de la logique, de la logique algébrique. Voilà, donc vous étiez un philosophe des sciences. Exactement, j'avais fini une thèse sur l'algèbre non numérique, l'algèbre de Boole, et cette thèse était devenue un livre. Et j'étais en train également d'écrire des articles qui allaient dans cette direction-là. J'étais rentré au Sénégal après mes études à Paris, avec l'idée de créer dans le département de philosophie un enseignement le plus solide possible en logique, en histoire des sciences, en philosophie des sciences, en sociologie des sciences, ce que j'ai fait. Et donc j'étais plus engagé dans cette voie-là. D'accord. Et je ne m'étais intéressé à la question de la philosophie africaine, par exemple, que parce que j'étais rentré, évidemment, et ce débat-là avait cours, et il ne s'agissait pas pour moi de m'enfermer dans ma tour d'ivoire
en ne m'occupant que de questions techniques. Il fallait bien participer à la discussion qui avait cours dans les milieux philosophiques africains. Et un des aspects de cette question de la philosophie africaine, c'était justement la question de l'universel. Complètement. Ouais. La philosophie, pour qu'il y ait philosophie, il faut quand même qu'il y ait une forme d'exigence de l'universel. Et ça, c'est une chose à laquelle je tiens énormément, parce que la philosophie, ça se passe dans l'élément de l'universel, y compris d'ailleurs lorsqu'on remet en question cet universel. Mais il y a une validité des énoncés que l'on prononce qui ne sont pas des énoncés qui s'enferment dans un contexte particulier. Vous ne pouvez pas avoir de philosophie véritablement si vous avez un espace qui n'est plus une agora, parce que ce serait un espace compartimentalisé et saucissonné par nos identités. Et donc, voilà le contexte dans lequel je me suis intéressé au concept d'universel. Que peut signifier l'universel dans le monde postcolonial? Voilà.